Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux ce soir d'être avec vous pour exprimer notre solidarité avec le combat du peuple syrien pour sa liberté, pour la justice et pour la démocratie. 8 ans déjà, entre espoir, sacrifice et souffrance. Souvenons-nous, c'était à la mi-mars 2011 que le peuple syrien s'est massivement soulevé, pacifiquement, partout dans le pays, par millions, pour exprimer son désir de liberté, son désir de justice et de démocratie. La machine répressive du régime, de la famille Assad, de la dictature implacable en Syrie, a noyé ce soulèvement dans le sang. Vous connaissez la suite. Depuis 8 ans, les Syriens croyaient pouvoir compter sur la conscience universelle pour s'en sortir. Il n'en était rien. Entre leurs vrais ennemis et leurs faux amis, espoir déçu. Ils l'ont payé, ils continuent de le payer très cher. Leurs souffrances sont surhumaines. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Depuis donc 8 ans, le paysage géopolitique de la Syrie semble bien difficile à comprendre. Mais ce soir, nous pouvons compter sur nos chers amis invités pour nous aider à y voir un peu plus clair. Avant de vous présenter nos amis, j'aimerais donner la parole à M. Ahmed Dalghazani, à notre ami Ahmed Dalghazani, pour nous dire un mot. Merci d'être venu. Chers amis, il y a des moments, j'avais prévu de faire un mot, mais les images et les vidéos parvenues de Idlib m'ont hanté mon sommeil hier. Et je vous avoue que j'ai les mots à travers la gorge, restent coincés. Donc j'ai décidé, au lieu de vous dire combien la souffrance du peuple syrien depuis 8 ans, comme mon ami Zaid l'a dit, nous avons en commun accord avec les organisations signataires de faire de cette année pas une simple commémoration. C'est un nouveau souffle, c'est un nouveau départ. Et nous n'avons pas le choix de laisser les Syriens qui ont tendu la main à tout le monde depuis 8 ans. On a tout essayé, toutes sortes de morts a été essayé en Syrie. Mais malgré ça, des enfants de Daraa, ils remettent ça il y a quelques jours. Simplement, maintenant, ça sera de nous demander une minute de silence pour toutes les victimes de la Syrie et surtout de Idlib et qui sont tombées hier soir, cette nuit encore, et de l'île du feu. Je vous remercie. Merci. À toi, chers adjoints. Merci de nous inviter. Merci, cher Ahmed. J'ai le plaisir ce soir d'organiser cette soirée avec Madame Najwa Sarnoul, maître de conférence à l'Université de Lyon. Nous allons vous présenter nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Nicolas Tenzer,
président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Il enseigne à Sciences Po. Il a beaucoup publié sur la Syrie. Bonsoir, monsieur Tenzer. Bien, bonsoir tout le monde. Merci pour cette minute de silence qu'on avait vraiment besoin. Je ne vais pas faire un discours ni être longue. D'abord, un plaisir partagé d'animer cette soirée avec Zaid, militant politique et associative Zaid Kampal. Moi, je suis, avant d'être enseignante, je suis également militante politique et associative. J'aimerais juste dire un mot. Chaque année, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire là, il y a beaucoup de choses faites en commun. Voilà. L'action commune arrive une fois par an pour commémorer les manifestations pacifiques qui ont commencé au mois de mars 2011 en Syrie. Et on connaît ce qui a suivi, et on connaissait tous la tragédie syrienne. Cette tragédie syrienne les Syriens méritent mieux que ça, mieux qu'une action commune, et encore, on n'arrive pas toujours à ce que ce soit vraiment une action commune. Je ne vais pas m'étendre sur les besoins des associations, différentes associations, de se distinguer par rapport à d'autres, etc. Nous avons besoin d'une véritable, vraiment, action commune. C'est la seule chose que j'ai envie de dire aujourd'hui. Au bout de 8 ans de sacrifice, ce n'est pas moi qui ai fait le sacrifice, beaucoup parmi vous également, d'être perdu des chairs. Vous avez tout laissé, vous êtes dans l'espoir, l'espoir de l'union. Voilà. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous présente notre invité, M. Khattab Diab. Il est un politologue. Il a enseigné à la Sorbonne, à Nouvelle, à Paris. Il est spécialiste de l'islam du Moyen-Orient et consultant en géopolitique. Il y a également, mais je vous laisse peut-être Zaid présenter notre syrienne. Madame Fida Horan parmi nous, médecin, citoyenne syrienne, opposante politique de longue date. Nous avons le plaisir de la voir parmi nous et nous l'invitons à la tribune pour dire un mot. Madame Fida. Madame Fida Horan s'exprimera en arabe. Son français, elle n'est pas encore tout à fait à l'aise avec le français. Et je passe le micro à M. Khattab Diab également pour traduire son mot de l'arabe vers le français. مساء الخير، شكرا للحضور وبيشرفني أكون معاكم اليوم. بيشرفني أكثر وبيربطني إنه أكون عم بحكي عن ثورة الشعب العظيم، الشعب الشهيد، الثورة السورية. Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir, ici au Rwanda, pour parler vraiment de cette grande révolution, de ce grand peuple martyr qui a fait tant pour défendre sa race. حقيقة أنا ما في شيء مكتوب، عبارة عن حوار داخلي. يمكن كل السوريين في عندهم كثير ملاحظات وتساؤلات والوقت قصير، فرح أعدد نقاط بسيطة. أول نقطة
يبدو لي انه الشعب السوري قرر الاستمرار بثورته حتى النهايه، رغم كل الحملات اللي كانت عم بتقول انه خلص العوده للوراء بشكل كامل، وانه النظام ثبت اركانه وخلص انتهى كل شيء. اللي عم نلاحظه من فتره منيحه انه في حركات احتجاج ورفض تعم كل مساحه سوريا وبدون استثناء، بقول بدون استثناء لانه كلها بدرجات مختلفه باشكال مختلفه، نتيجه الوضع السوري، نتيجه التشدد الجغرافي للسوريين والقوى المهيمنه. Donc, je me contente ce soir d'exprimer plusieurs remarques à certains points. Tout d'abord, j'insiste que 8 ans après, cette révolution continue. On a maintenant affaire, à travers les manifestations, à travers les manifestations, à des décrets divers dans toutes les régions syriennes, que ce peuple syrien a décidé de continuer à ne pas accepter le retour à l'avance du coup et à continuer sa marche pour la liberté et la dignité. وبتصور انه هاي الحراك رح يتصاعد ورح يفرز اشكال ارقى ومختلفه، لكن المخاوف الحقيقه ان يبقى هذا الحراك مشتتا والا يعطي ثماره بسبب التشتت وغياب برنامج وطني سياسي مرحلي. ممكن حتى الاتجاهات النضاليه تنزلق بمشاريع لا تصب في مصلحه الشعب السوري. Donc c'est un mouvement qui continue, c'est un mouvement dispersé géographiquement et sans direction. Ce qui m'inquiète vraiment qu'avec ces mouvements, jusqu'à maintenant, l'absence d'un programme national inclusif qui englobe toutes les parties syriennes, les intéressés, les concernés, ce qui donc c'est un handicap, un manque pour donner à ces renouveaux de la contestation révolutionnaire un sens plus profond et essentiel. وبشوف انه القوى الديمقراطيه عليها ان تغادر عجزها وتغادر اتهاماتها الايديولوجيه وغير الايديولوجيه للمساهمه في وضع هكذا مشروع. Pour moi, il appartient aux forces démocratiques de laisser tomber son incapacité, leur incapacité, et de tenter de former ou de déclencher un nouveau processus avec les autres forces du monde. C'est une responsabilité historique à ce moment. يكون عنوان البرنامج سوريا اولا، مصلحه سوريا فوق كل الايديولوجيات مهما كانت وتحت اي مسمى كان. Loin de l'idéologie, il faut la série tout d'abord. La série tout d'abord au-delà et au-dessus de toutes les idéologies pour pouvoir donner corps à ces projets nationaux. سوريا دولة مدنية ديمقراطية بمعنى أن مرجعيتها هي اتفاق الشعب السوري بكل مكوناته مختلف آرائه السياسية ومختلف أرضياته الاجتماعية. Pour un État syrien civil, démocratique, pluraliste, qui exprime l'entente entre toutes les composantes du peuple syrien et toutes les couches sociales du peuple syrien. النقطة الثانية موضوع الحل السياسي. اليوم في محاولات لتصوير القضية السورية وكأنها قضية إنسانية بحتة، قضية معونات ولاجئين وملاحقة بعض المتورطين مع النظام في هنا أو هناك. Le deuxième point, je vous parle de la solution politique. On assiste actuellement à une tentative
de présenter le problème syrien comme une affaire humanitaire, comme une crise humanitaire, pour tenter une normalisation par le haut. Et je pense donc que non, on a besoin vraiment d'une solution politique. يجب علينا جميعا أشخاص وقوى مجتمع مدني أن نصر أن الحل السياسي على قاعدة قرارات هيئة الأمم المتحدة هي الأساس لحل القضية السورية، ولا يمكن اختزالها بقضية إنسانية هنا أو هناك، أو بدستور يتم الاستفتاء عليه، أو انتخابات حتى لو بإشراف هيئة الأمم بدون رحيل الآلة القمعية بالنظام ورموزها. On va insister sur l'application de toutes les résolutions onisiennes concernant cette affaire syrienne. En même temps, on n'a pas de vision sur l'histoire de faire une nouvelle constitution ou de lancer un processus, car tant que cette machine répressive du régime, cette machine sécuritaire féroce existe, pas d'espoir pour une véritable transition politique en Syrie. هذا الحل بعيد، لا يزال بعيد الأمام مع الأسف. Cette solution ne semble pas proche, elle est lointaine de perspective. لكن هناك مشاريع كلنا بنتساءل ماذا يجب أن نفعل أمامها. في عندنا منطقة إدلب، منطقة إدلب والمناطق إلى الشمال إلى حدود تركيا التي تخضع إما لغصن الزيتون ودرع الفرات ومنطقة خفض التصعيد بين تركيا وروسيا. Maintenant, il y a une urgence concernant Idlib. Ce qui se passe à Idlib, ce qui se passe aussi dans les régions sous les opérations turques, les boucliers d'Ifrad et la branche de Vivier. Donc, on a une nécessité aussi de s'intéresser à ces zones et de voir les cas humanitaires là-bas, mais aussi de chercher les solutions politiques. من مصلحة السوريين ومصلحة الأوروبيين أيضا أن يثبت خفض التصعيد وأن يتحول إلى منطقة توقف إطلاق نار لحماية الملايين الموجودين في منطقة إدلب. Donc il appartient aux Syriens comme aux Européens de faire de la sorte de permettre l'installation d'une zone de sécurité là-bas et surtout un cessez-le-feu permanent qui épargne à ces millions de Syriens une catastrophe similaire aux catastrophes civiles par les autres ou dans les autres régions syriennes. وأتصور أن السوريين على مختلف مواقفهم من تركيا فهم عندهم بعض المخاوف التي يجب التعبير عنها. Il y a sûrement certaines inquiétudes de Syriens par rapport à la Turquie qu'il faut exprimer hautement ces réserves ou ces inquiétudes. هذه المخاوف تتعلق بموضوع مصير هذه المنطقة. On a vraiment des interrogations, une inquiétude par rapport au sort, au futur de cette région précise. أن يتم شيء من التبادل. On craint fort une sorte d'échange pour cette zone. أن يختصر الموضوع بالطرق التجارية طريق حلب دمشق وأن يبقى الباقي تحت القصر. C'est-à-dire, Mme Haurani craint qu'il y a beaucoup d'assistance en ce qui concerne les routes nationales, comme la route Damas-Halab ou Damas-Lafié, et on oublie le reste, et on laisse les autres zones encerclées ou sous l'effet des sons. ولذلك علينا رغم إدراكنا وقناعتنا بعلاقاتنا المميزة مع تركيا أن نعمل جميعا ومعا من أجل تحقيق وقف إطلاق نار وبالنتيجة اعتبار المنطقة نطاقا آمنا، وأنا على يقين أن القوى المتطرفة لن يكون لها وجود إذا ما شعر الشعب السوري داخل إدلب أن النظام أنه ارتاح من الخوف من النظام ومن اجتياح المنطقة، هو سيتكفل بالمتطرفين. Malgré notre
confiance, et malgré on plaide pour des bonnes relations avec la Turquie, mais en même temps, on demande vraiment la paix pour cette zone afin que le peuple fasse ses choix en dehors des forces extrémistes. Le peuple, surtout, lorsqu'il serait rassuré que le régime ne compte pas investir cette zone et de faire comme les autres régions, là, il n'y aura pas de place pour les forces extrémistes. Donc, c'était une responsabilité. النقطة الأخيرة وأسف النقطة الأخيرة بما يخص موضوع إيران. إيران الحقيقة تم دخولها إلى سوريا وتدخلها في الملف السوري بضوء أخضر، مو ضوء أخضر حتى باتفاقات وخطوط حمر على هامش الاتفاق النووي، وهذا أصبح واضحا. Pour l'Iran, on comprend bien maintenant que son entrée en Syrie a été faite en marge de l'accord nucléaire avec l'Iran qui était en train d'être négocié. Et donc tout ça, ça a été au dépend du peuple syrien. وليس هذا فقط، إنما دخول إيران تحت الدعاوى الطائفية والتطرف الطائفي هو كان لأجل حذف الثورات العربية والثورة السورية والمنطقة، إدخال المنطقة بالذات في صراع لا يمت إلى الديمقراطية والسورية. Donc sous les couleurs communautaires, sous les auspices d'un projet confessionnel, cette entrée de l'Iran avait aussi comme objectif de faire dévier les révolutions arabes, de faire casser ces printemps arabes pour les transformer en un discours interconfessionnel. وأكثر من هذا من أجل ترتيب المنطقة ضمن وضع سياسي مناسب بالذات إسرائيل. Et tout ceci aussi entre dans le cadre d'un règlement global qui pourrait aussi prendre en compte ou arranger les intérêts d'Israël. أتذكر أنه في 2013 بعد اجتماع لمراكز الأبحاث بإسرائيل بالنسبة لسوريا كان الحديث عن تبقى ثقب أسود تستقطب كل المتطرفين من جميع أنحاء العالم ليصبح العداء الأساسي هو عداء لإيران، مذهبي لإيران، بحيث تتشكل نوع من أحلاف سورية إسرائيلية، وأن يضحي إسرائيل ضمن هذه الأحلاف لترتيب المنطقة نهائيا بشكل أتصور بدا واضحا بصفقة القرن. En 2013, donc, selon ce qui a été relaté par Mme Kourani, il y avait une réunion en Israël de centre de recherche où on plaidait pour une alliance entre les forces sunnites et Israël contre les forces chiites afin de redessiner le visage de la région à travers la scène syrienne. Et maintenant, lorsqu'on écoute ce qu'on appelle le contrat du siècle proposé par l'administration Trump, on comprend donc l'objectif recherché depuis cette année. وقامت إيران والنظام بدورهما على أتم ووجه. Et l'Iran et le régime ont exécuté la part de ce projet pleinement. ولم ينتهي، وما نراه اليوم هو خطوط حمراء جديدة الحقيقة تبدأ بالنسبة لإيران. Les histoires des lignes rouges qui se répètent indéfiniment. في كلمة بس صغيرة بدي أقول إنه ترتيب المنطقة على الأساس لن يؤدي إلى أي استقرار، الاستقرار الحقيقي هو بدعم الديمقراطيات وبحل ديمقراطي للقضية العربية الفلسطينية الإسرائيلية، حل ديمقراطي ينهي نظام الفصل العنصري ويوقف الاستيطان بحيث يفتح صفحة جديدة من العلاقات والمنطقة والعلاقات الدولية. وشكرا وآسفة على Donc, elle conclut, Mme Kourani, que cette recomposition de la région ne pourrait pas amener la stabilité. Elle plaide pour une solution démocratique même entre Arabes et
israéliens à condition de non finir avec la colonisation de permettre l'installation d'un État palestinien. Et sans cette solution démocratique, cette zone va rester donc va subir les affres de plusieurs conflits. Merci, Madame Rani, merci à M. Rabah pour l'intervention. Juste avant de passer la parole à M. Nicolas Tenzer, j'aimerais vous dire que vous aurez l'occasion de poser des questions à nos invités après donc, les interventions qui vont suivre, celle de M. Nicolas Tenzer et M. Rabah. J'en profite pour remercier effectivement un cocktail dînatoire entre 8h30 et 9h30 auquel vous êtes chaleureusement conviés. J'en profite pour remercier la mairie du 20e arrondissement, pour la remercier chaleureusement pour ses nombreux accueils de différentes manifestations de solidarité avec le peuple syrien. Merci infiniment. Voilà, je passe sans tarder la parole à M. Nicolas Tenzer pour nous dire un mot avant de recevoir d'enchaîner et avec M. Rabah. On a un tour qui est à 5 minutes. Voilà. Et les conclusions sur la discussion qui nous rejoint, c'est vrai. Merci beaucoup, merci à vous tous de m'avoir invité, merci à vous tous et à vous tous d'être ici. Pour moi, je parle évidemment en tant que Français et en tant que politique européen. Pour moi, la Syrie est vraiment la ligne rouge. En ce sens qu'il y a ceux qui comprennent ce qui se passe en Syrie, qui sont aux côtés du peuple syrien, qui considèrent que l'inaction qui a entouré la communauté internationale, on appelle la communauté internationale, depuis 8 ans, est inacceptable. Il y a ceux qui dénoncent, parallèlement aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre commis par le régime Assad, les crimes de guerre qui ont été aussi perpétrés directement, et pas seulement en tant que complices par la Russie et par l'Iran. Donc il y a ceux-là, et il y a les autres. Je crois que c'est vraiment cette ligne rouge, qui n'est pas seulement une ligne rouge dans nos consciences, qui marquera à jamais, je crois, la mémoire historique que nous aurons de ce début du XXIe siècle, mais aussi une ligne rouge politique. D'une certaine manière, toutes les autres lignes rouges qui peuvent exister, toutes les autres lignes de fracture, y compris d'ailleurs les lignes de fracture entre la gauche, la droite, les libéraux, les conservateurs, etc., d'une certaine manière, même si elles sont très vivantes dans le débat politique usuel, s'effacent derrière cette ligne rouge-là. C'est un message que j'essaye de faire passer, y compris à la classe politique en France, à mes amis européens, à mes amis américains, canadiens, au cours des différentes conférences où je suis parfois invité à parler. Ce que j'ai pu écrire aussi, lorsque j'ai parlé de la guerre d'extermination qui avait été livrée en Syrie. Pour moi, la question de la guerre d'extermination et du processus d'extermination n'est pas quelque chose d'anodin, vu ce qu'est l'héritage de ma propre famille. L'ancien grand rabbin d'Israël avait qualifié ce qui se passait en Syrie de petit holocauste. Et pour moi, c'est bien effectivement cette comparaison-là qui est la juste comparaison que nous devons avoir. Ces crimes, on le sait, vous l'avez rappelé, ils continuent aujourd'hui dans la région d'Idlib. Juste en venant ici, je voyais encore, vous y avez fait allusion tout à l'heure, les images, les films de ces bombardements, de ces meurtres depuis un mois qui reprennent de civils, de femmes et enfants.
Et moi-même, quand j'avais, en septembre dernier, vu l'accord entre les Turcs et la Russie, je savais, vous saviez d'ailleurs vous aussi, qu'en fait Idlib n'était pas sauvé. Non, au contraire, Idlib était véritablement condamné. Il est condamné par cet accord. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a d'ailleurs déclaré, très peu de temps après, que de toute manière, l'ambition de la Russie était de continuer à aider Assad à reprendre le contrôle total du territoire syrien. Il y a plus de 3 millions de personnes dans la région d'Idlib, dont plus d'1 million d'enfants. Et on pourra assister, si nous n'intervenons pas, à quelque chose qui sera peut-être encore pire, si le pire est possible, que ce qui s'est passé à Homs, à Alep, dans la Ghouta, à Deraa. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Cette réalité d'aujourd'hui qui est tue. Quels sont les médias français qui parlent de cela, qui montrent les images? Quels sont les intellectuels chez nous, dans les pays européens, qui en parlent? Je crois que le premier devoir que nous avons, je reviendrai après sur ce que nous pouvons peut-être faire, c'est d'abord de briser ce silence. On tue. On dit oui, ce n'est pas le seul lieu où on tue aussi au Soudan, on tue aussi encore en Irak, on tue aussi en Ukraine, etc. Bien sûr. Et on tue en Syrie. Dans ce qui est un processus d'extermination programmé par le régime. Je dis bien programmé. Tous les crimes du régime ont été annoncés. Ils étaient prévus. Et évidemment, on s'est tué, on s'est abrité derrière des résolutions internationales, on s'est laissé duper, en premier lieu évidemment par la Russie, puissance sécuritaire. Et ça n'a servi à rien. Et puis on tue encore en Syrie, vous le savez, hélas, mieux que moi, vous en avez peut-être vous-même fait l'expérience dans vos familles aussi, dans les prisons du régime, la torture, les exterminations sommaires continuent. Et là aussi, il faut en parler. Que faire aujourd'hui? Là, je n'ai pas existé ce sentiment d'impuissance qui nous manque tous de solutions clés en main. Il est évident aussi, vous le savez, qu'aujourd'hui, il est plus difficile d'agir que ça ne l'était, qu'il ne l'était en 2013, après les attaques chimiques de la région de la Ghouta, ou pendant le siège et avant la chute d'Alep. Il y a une culpabilité majeure de la non-intervention occidentale, encore une fois, qui souillera à jamais les puissances qui ne sont pas intervenues devant l'histoire, notamment, bien sûr, les États-Unis, pas seulement. On pouvait encore en 2016 décréter une zone de non-survol. C'était la solution. Je me souviens d'une discussion que j'avais pu avoir avec le général Petraeus, l'ancien patron de la CIA et l'ancien patron de la force américaine, qui disait oui, fin 2016, on peut avoir encore une zone de non-survol. C'est possible, c'est techniquement possible. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela suppose? Premièrement, de veiller évidemment, Madame, vous l'avez énoncé, à ce processus politique qui peut être un processus, comme on dit, inclusif, qui passe par la représentation de l'ensemble des forces politiques syriennes, démocratiques, et de l'ensemble de la population syrienne, y compris toutes celles et tous ceux qui ont été, en raison des crimes du régime, contraints à l'exil. L'ensemble de ces composants du peuple syrien doivent être représentés. Deuxièmement, et là aussi je ne peux que répéter ce que vous avez dit, avec lequel je suis en entier d'accord, Assad ne saurait faire partie de la transition politique. C'est totalement clair. Il faut absolument que nous le disions. Il faut que les pays de l'Union européenne, et notamment mon pays, la France, prennent une position totalement claire en disant qu'il n'est pas possible que le régime soit partie de cette transition politique. On ne peut pas faire avec ce régime. Il faut veiller, troisièmement, à ce que la composition, si un jour il voit le jour, mais comment
la composition du comité constitutionnel chargé de préparer cette transition soit une composition justement qui corresponde à ces objectifs que je viens d'évoquer. Et il faut y veiller. Cela suppose de la part de puissances comme la France, des autres grands pays européens, de veiller strictement dans le détail à qui sera présent. Quatrièmement, et c'est l'urgence, bien sûr il faut non pas appeler au cessez-le-feu, manifester sa préoccupation, sa très vive préoccupation, comme dans les résolutions convenues, ces mots vides qui ne servent à rien, non. Il faut, à un moment précis, dire qu'il faut agir, c'est-à-dire, je pense encore que si on le décide, et je pense que la France peut faire pression sur l'ensemble des pays européens, je l'ai répété publiquement il y a encore quelques temps, nous pouvons aller vers une zone de non-survol. Il est temps d'agir contre la Russie. Il est temps d'agir contre la Russie. De renforcer notre régime de sanctions vis-à-vis de ce pays. Il y en a déjà, comme vous le savez, qui concernent l'agression russe contre l'Ukraine, où aussi des crimes de guerre ont été commis. Il faut aller beaucoup plus loin. Nous devons maîtriser le jeu dans une circonstance bien sûr beaucoup plus difficile, puisque aussi, vous le savez, les États-Unis se sont dégagés au moins partiellement de la Syrie, et ce désengagement est non seulement un problème, évidemment, dans la lutte contre l'État islamique, mais également en termes de poids politique dans la résolution du conflit. Mais nous devons continuer à presser la Syrie, à presser la Russie sur ce plan-là. Arrêtons de dire on demande à la Russie de tempérer le régime. Là aussi, ce sont des mots complètement hypocrites. La Russie, encore une fois, commet des crimes de guerre directement. Elle ne tempérera jamais le régime. Elle est dans un projet de destruction des principes même de l'ordre occidental, des principes même des droits et des libertés. Comment voulez-vous que l'on puisse faire confiance à ce pays dans un processus de transition politique? Sixièmement, il y a une urgence sur laquelle nous devons beaucoup plus parler, et qui est aussi la condition absolue pour qu'un jour nous puissions parvenir à cette solution politique. Et je pense qu'il faut que le président de la République, je vais passer des messages en sens bien sûr, que l'ensemble des dirigeants des pays de l'Union européenne le disent. La libération des prisonniers politiques en Syrie est la précondition absolue de tout processus. Ça veut dire que, là aussi, nous ne devons absolument rien lâcher. Si nous commençons à lâcher là-dessus, on sait très bien ce qu'il adviendra d'elles et d'eux qui sont dans les prisons. On sait très bien que de toute manière, le régime ne lâchera pas. Donc je pense que ces réalités-là, je ne présente pas ça comme des solutions, je suis plutôt dans un rôle de plaidoyer, j'essaye de convaincre parfois le président, le ministre, j'écris, j'essaye de convaincre aussi des journalistes d'en parler, j'essaye d'agir auprès de certains nombre de pays européens, c'est un rôle modeste. Mais je pense que si nous ne tenons pas clairement sur ces principes, et que nous ne sommes pas sur cette ligne-là, que nous ne la défendons pas publiquement, que nous ne pressons pas les gouvernements de la tenir, eh bien rien ne se passera. Voilà, ce n'est pas nécessairement un message d'espoir, parce que nous sommes, je dirais au fond, effectivement, de la souffrance la plus absolue de ce peuple, dans cette extermination qu'il subit à nouveau. Mais je crois que la flamme de la révolution, de la liberté, des droits, qu'a porté le peuple syrien, qui est un peuple pour moi exemplaire, qui est le modèle du monde, eh bien, je crois que ce combat, il faut le continuer avec vous, avec nous, et que c'est le combat pour l'humanité. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Je passe la parole à monsieur Bouillard, qui s'est improvisé aujourd'hui en interprète. Donc j'apprécie beaucoup, si je peux me permettre, les qualités, mais ce ne sont pas les qualités que
chers amis, donc, une fois de plus, c'est un honneur d'être parmi vous. Et surtout, je rends hommage à cet honneur qui soutient la cause syrienne, à tous les amis, à toutes les amis, à tous les amis, surtout français, qui continuent à porter la flamme et à soutenir le peuple syrien. Mais imaginez bien que votre soutien est si précieux, surtout à cause de cette incapacité de la communauté internationale, à cause de ces silences face exactement à ce que M. Nicolas parlait de la guerre d'extermination, de ce petit holocauste, car déjà même ce conflit syrien, c'est le premier conflit multipolaire du XXIe siècle. Toutes les forces régionales et internationales sont là. On a amené toutes les forces extrémistes exprès pour dévier ce mouvement révolutionnaire syrien. On a fait tellement, on n'a jamais pratiqué de telles exactions que dans la Syrie. La destruction des villes entières, on continue même aujourd'hui. Hier, à Idlib, c'est le phosphore qu'on a utilisé. Il y a la Russie qui a parlé de faire l'expérience de 367 types d'armements sur le sol syrien. Même la Commission internationale a utilisé de nouveaux types d'armements contre ce qu'on appelle l'État islamique Daesh sur le sol syrien. Donc vraiment, on fait de la Syrie ces champions de bataille, de ces grands jeux internationaux. On sait bien quand même que c'est lui qui change le visage de la Syrie, change le visage de la région. Tout s'est passé donc au dépend du peuple syrien. La Russie est revenue au jeu international à travers la Syrie. L'Iran a consolidé son projet régional à travers la Syrie. Et la Turquie, maintenant, continue à faire un jeu très ambigu, aussi sur le sol syrien. Parlons pas de la faiblesse organique arabe, parlons pas de l'éclipse de forces européennes. Heureusement, il y a certaines voix en France ou ailleurs, il y a un semblant de solidarité de l'Union européenne, mais c'est vrai, ce qu'il a parlé de faux amis, c'est la réalité pure et nette, la réalité sans faille. C'est-à-dire, on a eu avec le régime un axe solide, un axe de fer, russo, chinois, iranien, Hezbollah, etc. Et on n'a pas de face en face un véritable groupe qui soutient le peuple syrien. J'ai dit tout ça, je ne peux pas oublier aussi les souffrances des gens de Dieu. Comment ces enfants, ces centaines de milliers d'enfants, et comment ces millions de gens peuvent aussi subir un sort pareil à celui d'Alep, de Ghouta, de Homs ou de Sud-Syrien. Je n'arrive pas à oublier comment le monde assiste avec toute la complicité à ces crimes. Tora Bora Nouvelle, il voulait faire un foyer comme ça. On a ramené tous ces gens de toutes les villes syriennes vers Idlib. On a organisé des combats entre factions à l'intérieur d'Idlib. Un scandale dans le scandale. Tout ça pour faire mourir cette idée de la révolution syrienne. Pour montrer que c'est une histoire d'extrémisme. C'est une guerre de djihad. Mais avant tout, permettez-moi de dire surtout à ces Syriens qui sont toujours attachés à leur pays, qui sont toujours présents là-bas, que je vous aime. Et vraiment, je n'arrive pas à exprimer
je m'incline devant leur sacrifice et devant le sacrifice des martyrs. Je n'arrive pas à oublier dans sa salle l'absence de gens qui ont accompagné ce mouvement à Paris. Mon ami Bachir Hilal, Maïs Kaf, Fadwa Sleiman et autres, et beaucoup d'autres. Je n'arrive pas à oublier Rayat Matam de Daraya, ou Hamza Khatib de Daraa, ou Abu Farad d'Alab, et des centaines de milliers d'autres. Je n'arrive pas à oublier ces femmes militantes, ces mères martyrs, ces sœurs. Cette tragédie syrienne est une tragédie sans pareil, c'est-à-dire presque la moitié d'un peuple en dehors de son pays. Des crimes barbares et personne ne parle. Vous voyez, je suis très touché du fait que les médias occidentaux s'intéressent seulement aux femmes yazidis. Je n'ai rien, au contraire, je dénonce toutes les actions contre les yazidis et tous les groupes minoritaires. Ce qui est choquant, personne, on a peine parlé des femmes syriennes et de tout ce qui s'est passé dans les prisons de Bachar al-Assad. On est content qu'un Bachar al-Assad massacre de gens qu'on les estime comme des ennemis. Et c'est grave. Voltaire nous a enseigné comment aimer l'ennemi et comment défendre l'ennemi. Où sont les valeurs occidentales? Heureusement, à un moment donné, en 2015, ces valeurs étaient défendues par une certaine Angela Merkel. Heureusement qu'il y avait un François Hollande pour garder le sens moral de la France en 2013. Mais à part de ces dépositions courageuses, on n'a pas eu beaucoup de courage, on n'a pas eu beaucoup d'humilité. Arabes, occidentaux, musulmans et autres, tout le monde a lâché le peuple syrien. Honte à ces lâchages. On a pensé qu'après Hamas 1982, que le monde aura honte, qu'il ne laisse pas tomber un peuple comme ça, mais cette fois, il l'a laissé tomber une fois de plus et il continue à. Il voulait reconnaître Bachar al-Assad de nouveau. Il y avait des tentatives et les tentatives continuent. C'est-à-dire, on a un problème de conscience humaine, on a un problème de chute de valeur. On ne peut pas accepter, c'est vrai, que tout ce que vous entendez, Astana et tout le reste, c'est quoi Astana? C'est quoi ce problème d'escalade? C'était le moyen pour permettre au régime de trancher le combat militairement et de regagner toutes les zones de la Syrie. Et maintenant, c'est le tour de blé. Et demain, ils vont essayer de venir aussi à l'est de l'Euphrate. Ils vont essayer toujours ils continuent, car en fait, la mission de ce régime, c'est de détruire la Syrie tout entière, de frapper le peuple tout entier. C'est un régime qui se nourrit de sang et de destruction. Et c'est une communauté internationale qui est vraiment complice, car enfin, c'est loin qu'on puisse dire. Ok, il y a des veto russes et des votes chinois, mais ce qu'on appelle démocratie occidentale, États-Unis en tête et les autres. Enfin, il y a une démission globale, une incapacité. Et tout ça pour recomposer la région, c'est vrai. Tout ça pour redestiner la région. Mais à quel prix? Mais ce n'est pas une honte qu'en 2013 ou en 2016 ou à n'importe quel moment, on n'arrive pas à faire des zones de sécurité. Maintenant, pour que M. Trump effectue un retrait prématuré de la Syrie, on parle de zones de sécurité. Je suis pour soutenir le Kurde. Je critique l'opposition syrienne qui ne reconnaît pas vraiment la question kurde en Syrie. Je critique l'opposition syrienne qui n'a pas dénoncé ce qui s'appelle Afrin. Je critique cette tutelle turque sur une partie de l'opposition syrienne. Je trouve des communiqués sortis pour demander l'intervention turque qui n'ont pas leur place. Mais malgré tout ça, je critique aussi en même temps comment le monde occidental s'intéresse simplement à la sécurité des forces turques malgré tout leur combat très honorable contre Daesh. En même temps, ils ne s'intéressent pas au peuple syrien.
c'est injuste, c'est inacceptable. C'est-à-dire, comme ça, on laisse le terrorisme un jour revenir par la grande porte. Si on ne construit pas deux États démocrates et justes dans cette région, on ne règle pas l'affaire du terrorisme, on ne règle pas l'affaire de l'extrémisme. Ça ne vient pas du ciel, ça vient de cette injustice, ça vient de cette frustration. Donc, de l'Irak à la Syrie, et après on a d'autres expériences. On continue donc sur le faux chemin. Je pense pour le peuple syrien. Le peuple syrien, il n'a pas de choix. On l'a vu à Daraa, on l'a vu à Idlib. On le voit même dans les régions sous la domination du régime. Le peuple syrien ne peut pas revenir en arrière après tous ces sacrifices. On ne peut pas oublier ces millions de gens, ces centaines de milliers de gens. On ne peut pas oublier toutes ces destructions. Ces régimes ne peuvent pas conduire, comme ils pensent les Nations Unies, une opération de transition politique. Le dernier discours de Bachar al-Assad est clair et net. C'est le président d'Ignat, c'est un président d'un régime qui veut le tout pour le tout. Soit moi, soit personne, soit moi, soit le chaos. C'est ça, ce régime. Ces régimes n'acceptent aucun compromis. Les alliés de ces régimes, ou les gens qui exercent la tutelle, c'est-à-dire la Russie et l'Iran, soutiennent ces régimes jusqu'au bout. Ne croyez pas à une possible solution politique. Tout ça pour permettre à ces régimes d'être qualifiés, de retravailler avec ces régimes, d'oublier les crimes de ces régimes. Et je pense que c'est le peuple syrien qui décide. Ce n'est pas ni les Nations Unies, ni les autres forces qui décident. Et je pense pleinement, il faut être pragmatique. On a ce qu'on appelle l'organisation des négociations. Quel continue son travail? C'est un travail médiatique. Ça va servir à rien. Mais il faut que les autres Syriens s'organisent. C'est ce qu'elle a dit, Mme Mourani, c'est ce qu'elle a dit, M. Tondler. C'est très bien. La communauté internationale, les cadres régionaux. Mais avant tout, c'est tout. Moi, comme quelqu'un parmi vous, là ce soir, je suis choqué. Il faut plus de présence. On a des milliers de Syriens à Paris. Où sont ces milliers de Syriens? Où sont ces amis qu'on a rencontrés à Châtelet depuis les premières heures? Où sont ces organisations syriennes? Où sont ces étudiants syriens? On a maintenant des dizaines de milliers de Syriens à travers la France. On a pleinement d'organisations. Où est le Congrès national syrien qui pourrait contenir ces gens? Ce sont les questions à poser et à répondre. On ne peut pas attendre ça de l'ancienne génération. Il y a une génération qui est passée. Il faut accepter passer le flambeau à la génération qui a conduit ces mouvements révolutionnaires dès le début. Il faut être juste. Il faut voir les lacunes. Il faut aller de loin. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité pour respecter les sacrifices de ces gens, pour continuer la lutte. On ne peut pas continuer la lutte en 2012, en 2019, selon les règles de 2011, ou selon les règles de 1979-1982, ou selon les règles de 1958 ou 1900 avant. Il faut donc un nouveau départ. Il faut d'autres forces politiques. Mais il faut avant tout, moi, ce que je vous propose, il faut un congrès national des Syriens en Europe. Il faut montrer une représentativité pour dire au monde la solution politique en Syrie ne passe pas contre nous, derrière de nous, en dehors de nous, en dehors de ces réfugiés, en dehors de ces gens chassés par le pouvoir. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser car c'est le moyen de se libérer. Car en fait, votre combat est long. Nous sommes avec vous, on reste avec vous jusqu'au bout. Votre combat est long, ça demande plus d'organisation, ça demande plus de réflexion. Il ne faut pas être exclusif, il faut être inclusif, il ne faut pas perdre le temps avec les règlements de compte, avec une force islamiste ou une force laïque, au-delà des idéologies. La Syrie, d'abord, comme il a dit Mme Mourani, c'est ça qu'il faut maintenant mettre en tête. Un programme de sauvetage, un programme pour sauver la Syrie, un programme pour dire au monde que c'est impossible de faire des compromis avec un régime pareil.
sans cette organisation, sans ces programmes politiques, sans ces nouveaux départs, de nouveau on parle. Il faut mettre les autres côtés, les autres États à côté. La tutelle étrangère signifie une perte. Il faut une action syrienne indépendante, relativement indépendante. On ne peut pas être totalement indépendant, mais relativement indépendant. Il faut de nouveaux leaders. C'est vrai. C'est-à-dire, on voit maintenant mon ami là, qui est parti de Tagara, qui a fait des papiers sur l'autocritique. Mon ami Burhan Ghadour a écrit aussi. C'est très bien tout ça pour parler d'expérience, mais il faut partir de nouveau. Il faut un nouveau départ avec un nouveau format, mais surtout, à mon avis, l'organisation en Europe, aux États-Unis, en Turquie, à l'intérieur de la Syrie, c'est à travers une nouvelle forme qui correspond à cette révolution numérique, qui correspond à cette époque. Il faut parler aux amis, c'est-à-dire des amis comme les gens présents ici. Il faut qu'ils soient au courant. Il faut qu'ils soient au courant de votre travail, de ce que vous faites. Je me suis permis de faire ces remarques car j'estime que pour cette noble révolution, il faut toujours qu'on soit toujours à la hauteur de ces moments historiques et à tout le monde. Merci. Bien, après avoir écouté M. Moser, M. Abou Diab, je dois vous faire un aveu et leur faire un aveu. Lorsqu'on a annoncé les invités, je vous avoue que je me suis dit deux géopolitologues, est-ce qu'on va rentrer dans la géopolitique dont on a beaucoup soufflé en fait à propos de la Syrie. Et là, j'ai écouté deux personnes sensibles, engagées auprès des Syriens, mais engagées lucidement. Et je voudrais vous remercier et vous applaudir. Merci beaucoup. La parole de la salle pour de courtes interventions et des questions surtout. Parce que le temps presse un petit peu, il nous reste 32 minutes pour les questions-réponses, s'il vous plaît. Voilà. Je remercie nos amis Nicolas et Edouard. Ça marche pas? Ça marche. Oui, ça marche. Merci. Je sentais, surtout au Khattab, je rejoins ce qu'il a dit pour les Syriens, ce qu'ils doivent faire. Et je crois qu'il est un Syrien, disons, d'excellence, notre ami Khattab. Je leur ai parlé des Syriens. Mais pour nos deux amis, ils ont parlé, Nicolas il a dit que les Occidentaux et les Américains ont été dupés. Il a utilisé le terme dupé. Ou Khattab a dit qu'ils ont été incapables. Mais je me demande est-ce que c'est le bon terme? Parce qu'on a l'impression que depuis au moins 2012, les Occidentaux, et surtout les Américains, laissent faire les Russes. Comme s'il y avait un sale boulot et ils les laissent faire. Bon, ils prennent prétexte des vétos, etc. Mais ils ferment les yeux. Alors je dis que ce n'est pas une histoire qu'ils ont été trompés pour les Russes ou qu'ils n'ont pas été capables. Je crois, et c'est l'impression de beaucoup de Syriens et beaucoup d'Arabes en général, pour le printemps arabe. Je crois que pour des raisons historiques, d'intérêt, et disons, une vue à court terme, les Occidentaux pensent que la réussite de la démocratie, du changement de printemps arabe, ne va pas dans leur intérêt et essayent de le torpiller, malgré ce qu'ils disent sur amitié, etc.
C'est ça. Pourquoi nous nommons les choses comme elles sont. Ils peuvent, s'ils veulent agir, ils peuvent même maintenant, comme ils le pouvaient avant. Merci, vous avez compris le message. Bonsoir, merci pour nous avoir parlé de ça depuis longtemps. Juste j'ai une question, je suis syrien, donc malheureusement il n'y a pas beaucoup de jeunes syriens. Mais on a pensé beaucoup à ça en fait, on a besoin par exemple d'avoir un local, un endroit où on se trouver tous les Syriens, où on peut faire des débats, on propose tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on peut faire. Et là, tout comme ça, par exemple, on parle de Paris, il y a pas mal de Syriens, mais on se trouve jamais en fait, ça n'existe pas un local, un endroit où il y a des Syriens. Merci beaucoup. On va prendre encore la question, la parole est libre. Non, il y a Michel d'abord. Je ne sais pas. Bonjour. Vous êtes là. Bon. Voilà. Alors, je réponds au jeune homme là-bas. Dans la mesure où il y a des créneaux ouverts, il y a le local de Revivre. On a la chance depuis un an à Revivre d'avoir un local pour accueillir les réfugiés et puis un peu donner des cours. Et puis, on l'a toujours dit, c'est l'occasion pour, lorsque les Syriens veulent se réunir, de nous demander, c'est possible. On a déjà fait des réunions avec des collectifs dans la mesure où on le sait avant et qu'on s'organise pour les clés. Hein. C'est ce local de Revivre, c'est le local pour les Syriens qui sont ici. Pour ça, je voulais revenir sur ces interventions qui ont été excessivement intéressantes. J'essaierai, moi, avec le regard d'un Français, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui d'une manière pragmatique? Qu'est-ce que je ressens? Je vais être presque un peu positif dans la mesure où, effectivement, l'opinion française, elle a évolué. C'est complètement fou. C'est complètement paradoxal. Au moment où un certain nombre de médias disent Bachar a gagné, on sait qu'il n'a rien gagné du tout. Enfin, il n'a pas gagné, mais eux, ils présentent souvent dans ces médias Bachar a gagné, on croit, voilà, qu'il a gagné, qu'il a repris la main sur son pays, alors qu'on sait que c'est faux. Parallèlement, on n'entend plus dans l'opinion publique française des gens qui défendent Bachar. Quasiment plus. Personne ose aujourd'hui dans l'opinion française dire finalement, Bachar, c'est peut-être la bonne solution. Plus personne ose. Parce que la vérité sur ce qui se passe en Syrie commence à venir. Il y a des rapports qui se font, rapport César, etc. Donc, finalement, il y a des émissions qui passent quand même à la télé, des films qui passent à la télé. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, Français, opinion française? Il faut qu'on travaille pour rendre Bachar absolument infréquentable, complètement casser Bachar el-Assad. Il est insupportable qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, et moi, je crois qu'il faut se battre. Par exemple, une entreprise comme Cuyo de tourisme qui commence à organiser, qui a prévu organiser. Et ça, j'appelle, c'est du négationnisme rampant qu'il y a. Négationnisme rampant. On doit se battre là-dessus. Et ça, c'est fort, je crois. C'est des arguments qui sont forts vis-à-vis de nos hommes politiques quand on leur en parle. Négationnisme rampant. Autre inquiétude, on commence à avoir des informations qui nous disent que certains réfugiés syriens n'obtiennent plus à l'issue de l'OFPRA le statut, c'est-à-dire le statut, soit la protection subsidiaire, soit le statut. Maintenant, on est sûr, on l'a vu.
avec un libellé dans la décision qui dit, moi je les ai, les copies, qui nous disent la situation est encore délicate, elle n'est pas complètement stabilisée, mais la personne qui l'a demandé, si elle revient, elle risque rien. Ce qui est complètement scandaleux de penser qu'on puisse envoyer dans un pays comme la Syrie des gens en disant bah, eux ils risquent rien. C'est-à-dire on dit le terme c'est il y a moindre intensité. Et là aussi c'est du négociationnisme rampant. Et ça, je crois, ça doit être notre travail au quotidien vis-à-vis des hommes politiques français. C'est l'opinion politique française qui fera bouger les choses. Parce que je crois que, bon, après il y a tout un débat, Poutine peut-il un jour lâcher, etc. Mais l'Europe, aujourd'hui, elle est faible, elle n'a pas de politique étrangère, c'est clair, on le sent très bien. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus des pressions sur nos politiques pour qu'il y ait une pression sur l'Europe. Merci beaucoup. On prend une dernière question, on répond, ça nous a été répondre et puis on enchaîne la suite. Ce propos et leur sentiment très fort envers le peuple syrien et sa révolution. Moi, je rejoins M. Kandar et à insister à essayer d'aller au-delà de parler vers des vrais actes. Donc il faut un congrès relativement indépendant. On a essayé depuis 2011, mais malheureusement, même la France, au niveau gouvernemental, ne laisse pas le choix du choix à faire quelque chose d'indépendant. Et quand on parle de financement, pourquoi on n'a pas un quai syrien à 1 euro par personne? Et là, on peut être indépendant relativement. Le problème, il est là. Au niveau de local, de Revivre, on peut recevoir toujours 30 à 35 personnes par réunion. Et ça fait 23 fois que le local était utilisé par des associations lors de réunions. Donc ça suffit de demander si on a des petites réunions comme ça, on peut prêter le local de Revivre, surtout les soirs et les week-ends. Je rajoute juste que la question syrienne, on voit dans les médias depuis presque plus d'1 an qu'il était vraiment limité sur la question du djihadisme et l'histoire de Daesh. Et je vois surtout les dernières batailles, la dernière guerre de Daesh, là les médias, la coalition internationale, l'Occident, il est en train de tirer à fond, il prend les gens pour des cons. Là il parle depuis 3 semaines de la dernière bataille contre Daesh dans le petit village de Baroun. Moi, je connais ce village, j'ai fait 1 an et demi de prospection archéologique là-bas. C'était un village qui est limité par la rivière de l'Euphrate, qui fait 1 km de long et 300 mètres de large, où il y a 67 maisons construites par de la terre, de la boue et de la bois. Donc, il nous présente actuellement qu'il y a au moins 50 000 personnes qui sont sorties de ce village, qu'il y a des tunnels et que c'était impossible. Nous, on voulait à l'époque faire des petits sondages de 1 mètre de profondeur. Ça ne tient pas. Donc il y a un grand mensonge sur l'histoire de Daesh pour faire oublier la vraie catastrophe des Syriens, ce régime est criminel. Okay. Et voilà, je vous remercie. Merci. Le message est je vous propose qu'on réponde aux questions déjà posées et qu'on enchaîne vers d'autres questions. Alors, première question par M. Mahmoud sur l'incapacité prétendue par les USA, les États-Unis, à agir dans le sens d'une solution politique vers une démocratie en Syrie. Je partage tout à fait son sentiment et je me permets juste en 2 mots de préciser quand même certaines choses rapidement. Tout au long de ces 8 ans, ça a commencé les 2 premières années, il n'y avait pas, surtout la première, il n'y avait pas les épouvantails islamistes créés par le régime. Pendant qu'il liquidait les démocrates qui manifestaient pacifiquement dans la rue, il sortait dans les premiers mois les islamistes fanatiques de ces prisons, sachant leur projet. Et ils criaient à l'épouvantail islamiste. L'épouvantail islamiste, tout le monde les a instrumentalisés en Syrie. Pas seulement le régime, les Russes, les Iraniens bien sûr, et puis d'autres, y compris les Américains, je suis désolé de le dire, les Américains et d'autres aussi. Parce que Daesh, avec ses colonnes dans le désert de 150 km de long,
des jours pour aller prendre Raqqa sous les yeux des satellites américains et autres, c'est une comédie. Personne n'a lutté réellement contre Daesh pendant ces 10 premières années. Personne. On a laissé Daesh prospérer le temps de liquider la révolution démocratique des jeunes Syriens lancée en 2011. Et cela continue. Et c'est ça le projet en cours en fait. Tant qu'on n'a pas écrasé complètement la révolution démocratique des Syriens, on entendra parler de Daesh, de cette comédie de Daesh et compagnie. C'est une farce, c'est une plaisanterie. Les Américains seraient impuissants en Syrie, c'est une plaisanterie. Les avions américains croisaient les hélicoptères de Bachar al-Assad qui allaient lancer ces barils de TNT jour et nuit sur la population syrienne. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger la population syrienne? Rien. Non seulement ils ont bien fait, mais ils ont interdit aux démocrates syriens de s'armer contre les hélicoptères qui balançaient leurs barils de TNT sur la population. Pendant 8 ans, ils ont mis un veto méthodique et surveillé pour empêcher toute arme efficace qui atteindrait les hélicoptères du régime qui lançaient leurs barils de TNT. Et on vient nous pleurnicher et de parler de l'incapacité des Américains, c'est une comédie. Les Américains ne faisaient que gérer la guerre en Syrie dans le sens de leurs propres intérêts au prix du sang des Syriens. Voilà. Qui voudrait répondre? Je crois que M. Khatar Abdiab a exprimé son souhait de répondre à cette question. Écoutez, chers amis, je comprends parfois entendre la passion, tout ça, mais en politique, il n'y a pas de cadeau. Les cadeaux sont souvent empoisonnés. Et en politique, malheureusement, si on est fragile, c'est un handicap. Et aussi, parfois, simplement, il y a beaucoup de talents lâchés. Il faut reconnaître des choses. Il ne faut pas dire que tous ces mouvements djihadistes, par exemple en Syrie, vous dites la vérité, ce n'est pas tout ça une invention de régime ou une importation, exportation de l'étranger. Il y a un mouvement djihadiste en Syrie. Mais pour expliquer pourquoi, ça demande beaucoup de temps, même je vous donne simplement mon analyse qu'après le massacre de Hama, les régimes pour se rattraper, c'est le régime qui a laissé construire le plus de mosquées en Syrie. Et le fait de la montée du discours islamiste dans la zone à cause du recul de la gauche du mouvement nationaliste arabe, ces mosquées ont été la terre fertile d'un salafisme qui s'installe. Puis, on a eu l'alliance avec l'Iran. Aussi, il y avait des tentatives de faire entrer une concurrence avec un autre intégrisme. Donc, les régimes, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils préparaient les terrains. Lorsque une nouvelle contestation arrive en Syrie, les terrains syriens sont si fertiles pour que ces éléments soient des éléments capables de compromettre tout mouvement démocratique. Donc, vous savez, c'est vrai, il y a une responsabilité occidentale, une responsabilité de la Turquie, de l'Iran, des pays arabes, mais il ne faut pas aussi, non plus, ne pas annoncer ou assumer la responsabilité des forces syriennes et des élites syriennes. C'est une responsabilité à partager. Il faut dire les choses en face et il faut être sur ce plan modeste et humble. D'autre part, concernant la Russie, vous savez, les États-Unis n'ont jamais fait de la question syrienne une priorité. N'ont jamais fait de cette question une priorité. Monsieur Obama, il a vraiment travaillé la question syrienne à l'aune de son ambition de faire
les compromis historiques avec l'Iran. Donc, ce qui l'intéressait de la Syrie, c'est la sécurité d'Israël. Et pour cela, lorsqu'il y avait l'histoire des armes chimiques, les Israéliens étaient des médiateurs en coulisses. Et ce sont eux qui ont aidé à faire la négociation avec la Russie. Et lorsqu'ils plongeaient ne plus pour Israël, les forces françaises restaient clouées au sol, les Américains ont laissé tomber la ligne rouge, et une fois de plus, le régime a respiré, et toute l'intervention syrienne, l'intervention russe depuis 2012, est une intervention permise par les Américains. Il y avait un axe même, je peux dire, entre Lavrov et Kiev. Les Européens étaient, comme je disais, éclipsés ou marginalisés. Et la Russie en 2015, sous le prétexte de Daesh, et vous voyez maintenant qu'est-ce qu'il a fait la Russie dans la lutte contre les mouvements intégristes. Maintenant, les Américains continuent à travailler à Baghouz, au l'est de l'Euphrate. Mais derrière le Pamir et dans les grands déserts, il y a pleinement de forces extrémistes que les Russes laissent toujours et entretiennent toujours. Donc il y a, c'est vrai, une manipulation internationale, un jeu international d'utiliser cet extrémisme pour les desseins étatiques d'une telle force ou d'une telle force. La Russie a fait son travail en Syrie à travers l'intersection des intérêts. L'intérêt sécuritaire d'Israël est respecté. L'alliance stratégique avec l'Iran comme force terrestre de l'armée de l'air russe respectée. Les partages de zones d'influence avec la Turquie respectés. Et comme ça, tout ça s'est passé avec la caution américaine. Imaginez-moi, même à Erdogan, lorsqu'il n'y avait pas un accord russo-américain, il ne peut pas entrer à l'est de l'Euphrate. Il n'est entré à Al-Bab, à Jarablus, à Ifrit, que suite à un accord américano-russe. Donc tout se passe par le haut. Et pour cela, c'est vrai, il y a une fonction géopolitique de ce conflit syrien, et tout se passe au dépend du peuple syrien, au dépend de la région syrienne. Donc la Russie, elle joue aussi une hypocrisie intenable sur la scène syrienne. Je vous donne le dernier exemple de l'hypocrisie. La Russie conclut avec Netanyahou un accord sur la sortie de forces étrangères de la Syrie. Bien sûr, les forces étrangères, sauf la Russie. Mais en même temps, la Russie s'est engagée à Astana avec l'Iran et la Turquie. Donc, ce qui est contradictoire. Donc, la Russie, qu'est-ce qu'elle veut? La Russie, quand la Russie laisse tomber le régime, la Russie laisse tomber le régime dans le cas où elle a une contrepartie à un moment donné, mais surtout de la part des États-Unis. Et surtout, il y a un problème maintenant, toujours deux forces qui comptent, deux forces qui ont le contrôle, ne parviennent pas à se cohabiter indéfiniment. Le fait que Bachar l'autre jour a été amené à Téhéran par Hassan Soleimani, c'est un coup dur pour le Russe. Ça signifie que tout le travail russe ne tient pas debout, malgré les institutions parallèles que le Russe fabrique. Car pourquoi? Car l'Iran est bien installé et il a son emprise sur la scène syrienne. Et pour cela, il y a de l'espoir. L'espoir qui s'efforce, qui se rencontre au dépend du peuple syrien. Américains, Russes, Israéliens, Turcs, Iraniens, un jour, ils vont entrer en conflit. Soit dans le sud syrien à cause de la présence militaire iranienne, soit dans l'est de l'Euphrate sur les frontières de la Turquie. Un jour, ce que j'appelle ces cercles en fait diaboliques qui entourent le peuple syrien, j'espère bien un jour qu'il serait brisé, mais il faut que le peuple syrien soit prêt à ce moment pour effectuer le changement et triompher. Merci. كيف بنظام 50 سنه لا صحف سجون
لا احزاب ووضع اقتصاد المسلم، فهذا شيء طبيعي. لكن مين حرك الموضوع؟ السؤال هو عم نشوف انه ما في محاكمات لداعش حتى نعرف الاسرار على ما يبدو بدهم يكونوا نهائيا حتى ما نعرف. نطالب الاوروبيين نطالبهم بالمحاكمات حتى نعرف من وراء هذا التنظيم الذي يسمى داعش. Pour Madame Kourani, Daesh ne venait pas de Lyon, elle venait de l'expérience de ce régime qui a tenu la Syrie sous sa poignée de fer pendant 40 ans, pas de liberté, pas de développement, avec toute l'inculture. Et pour cela, on a manipulé et on a fait monter cette organisation. Maintenant, on essaye d'effacer ces gens de Daesh. On demande, nous, comme Syriens, d'avoir la vérité, la transparence pour voir qui a fait Daesh, pourquoi il est né, pourquoi ça continue, pourquoi il a fait tant pour dénaturer notre révolution. Très rapidement, je crois qu'il faut bien s'arrêter. D'abord, effectivement, pour moi, les Américains, je ne dirais pas qu'ils ont été dupés, ils ont accepté de manière totalement consentante d'être dupés. Ils se sont pris à ce jeu de dupes. En fait, ils ne l'étaient pas, ils faisaient semblant. Et c'est peut-être une des choses les plus scandaleuses de voir des grands peuples faire semblant. De même qu'ils ont fait semblant avec l'ensemble des résolutions, de même qu'ils ont fait semblant de faire confiance en la Russie, de faire confiance en l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies, de faire semblant. Et je trouve que c'est ça qui a été le plus scandaleux. Et derrière, il y avait autre chose. Il y avait aussi une double incompréhension. Et je pense que c'est très important dans les récits que nous portons aujourd'hui. Première incompréhension, c'est sur la Russie. Les gens ont considéré que la Russie agissait comme une puissance classique, ayant des intérêts classiques, selon un jeu de politique internationale convenu et habituel. Ils n'ont pas compris que derrière ce que menait la Russie, il y avait un combat idéologique qui était le même que celui d'Assad, qui était un combat de destruction de l'ensemble des principes et des valeurs. Il ne s'agissait pas uniquement de récupérer le port, de contrôler militairement la Syrie, ce n'était pas ça. C'était un projet, finalement, de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, non seulement directement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais aussi par procuration, ce qui permettait de déstabiliser l'ordre international et de montrer, de ridiculiser d'une certaine manière que l'Occident était totalement impuissant. C'est ça qui a été derrière. Et on a raisonné dans les termes classiques comme si on pouvait négocier de manière plus ou moins honnête avec la Russie. Mais non, ce n'est pas possible. Quand on a un État qui est dans une logique de destruction de ce type et de mise sans dessous de l'ensemble de nos valeurs et principes, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et on a, évidemment, devant ce discours-là, eu un autre discours totalement erroné de la part des dirigeants occidentaux et depuis longtemps. Ça a été le discours de ce qu'on appelle, c'est une expression qu'on a utilisée pour les Balkans, mais qui s'applique très bien d'ailleurs au Moyen-Orient, la fameuse stabilocratie. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il valait mieux avoir des régimes stables, ce qui n'était pas vraiment stable, plutôt que des révolutions. Stabilité apparente. Pardon ? De stabilité apparente. Voilà, de stabilité apparente, exactement. Ça vaut pas seulement évidemment pour la Syrie, mais pour l'Algérie et d'autres régions, y compris d'ailleurs regarder ce qui se passe ces jours-ci en Algérie. Et ça a été la grande illusion de penser d'abord que ces régimes étaient stables alors qu'ils ne le sont pas. Deuxièmement, qu'ils allaient nous prévenir de je ne sais quel danger islamiste notamment, etc. Alors qu'au contraire, ils l'agisaient, comme ça a été très justement rappelé, ils l'ont favorisé, puisque Assad, on le sait, a favorisé totalement Daesh, a tiré les djihadistes des prisons, et pensant effectivement qu'on pourrait négocier avec ces régimes. Alors que ces régimes ont un agenda intérieur, là aussi, de destruction. Et je pense que là aussi, tout ce narratif, comme on dit en anglais, tout ce récit totalement faux sur la prétendue stabilité de ces régimes, encore une fois, continue à imprégner une partie des élites de la politique étrangère d'un grand nombre de pays. Il faut mettre tout ce récit à part, il faut dénoncer ce discours de la pseudo-stabilité. Je crois que c'est tout à fait important pour la suite. Et dernier propos que en réponse peut-être à ce qui
qui a été dit à propos, c'est lié, je dirais, aussi de réfugiés. Peut-être que je suis un peu moins optimiste que vous, parce que moi je vois quand même des gens, malgré tout, notamment à l'extrême droite de cette politique française, un peu quand même aussi à l'extrême, soyons clairs, partie de l'extrême gauche, qui sont en train de dire. D'abord, alors certains sont quand même alliés. Je pense à quelqu'un comme Mariani, par exemple. On est là, effectivement, dans l'infamie totale, évidemment, d'un homme qui défend le régime. Mais on en voit d'autres qui disent c'est peut-être un moindre mal. Après tout, c'est un régime laïque, etc., etc. Vous avez tout ce narratif. Et moi, je crains, malheureusement, et après tout, Guillaume, vous avez très raison de le rappeler, participe à tout cela. Je crains que malgré tout, on ait encore des gens qui disent bon, finalement, voilà, il faut s'accommoder. Et c'est tout ce discours-là qu'il faut dénoncer, que vous avez vraiment déjà aussi dénoncé. Effectivement, la guerre est finie, Assad a gagné. Non. Et je crois que c'est très important aussi que nous, intellectuels, acteurs politiques, nous portions ce discours, effectivement, pour dénoncer ce genre de supercherie. Parce qu'il y a malgré tout, je crains, beaucoup de gens qui sont effectivement dans cette logique-là. Et ça donne des résultats concrets, vous avez justement rappelé, comme effectivement on peut retourner maintenant en Syrie. Soit comme touriste avec Clio, soit après tout parce qu'on est en phase de stabilisation. Et il faut montrer, et c'est pour ça que je commençais au début par dire qu'il faut raconter ce qui se passe en Syrie, dans les prisons, ce qui se passe dans la région d'Idlib, pour montrer qu'effectivement on n'a pas fini. Que juste tant qu'il sera là, il continuera à martyriser et à torturer. Et je crois que tout ce récit derrière, la politique étrangère, comprendre ce qui commande les plus là, comprendre ce que veulent vraiment les puissances derrière, comprendre qu'il y a une idéologie derrière tout cela. Une idéologie portée sur le plan international par un certain nombre de puissants et que les Américains et en partie les Européens ont pu le comprendre. Si on ne comprend pas cela, qu'on ne tient pas ce discours ensemble, je pense que malheureusement, je suis plus pessimiste. Je ne suis pas sûr, malheureusement, que la bataille de l'Union sera plus positive. Merci. Les questions précédentes, en fait, il a été répondu aux questions. J'insiste pour que vous ayez deux points sur le congrès national syrien, etc. Pour un projet national syrien pour la transition vers la démocratie. Effectivement, l'état de l'opposition des forces politiques, de l'opposition syrienne, etc., voilà, c'est pas très encourageant, bien sûr. Donc, les responsabilités sont lourdes et il faut vraiment un sursaut sur le plan national pour avoir un projet national rassembleur autour des valeurs démocratiques, de la liberté, de la justice, pour arracher la décision indépendante, relativement indépendante, comme l'a rappelé, parce que l'indépendance dans l'absolu n'existe pas. On essaie de tirer profit des différents intérêts contradictoires, mais jamais indépendance à 100%. Et donc, voilà, nous appelons à ce sursaut national pour un projet national syrien, démocratique, pour arracher et représenter les intérêts du peuple syrien, et non pas des groupes qui sont dépendants des forces agissantes en Syrie. Nous sommes d'accord. Merci à Michel d'avoir parlé de la nécessité de combattre ce négationnisme rampant, c'est très important bien sûr, et nous nous félicitons des décisions de justice en Allemagne et en France récemment qui ont lancé des mandats d'arrêt contre des criminels de guerre syriens de haut rang, et il faut continuer le combat bien sûr, c'est l'un des axes importants de travail que nous avons pour agir sur l'opinion publique en Occident et à son tour agir sur les institutions et la politique. Merci. Il est l'heure vraiment d'aller. Voilà. Il nous reste 30 minutes pour le cocktail. Nous avons préparé un dossier de presse à l'adresse des journalistes, s'il vous plaît. Encore, je passerai le micro. Donc nous avons préparé un dossier de presse sur 4 dossiers importants. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est la nécessité absolue de la transition politique vers la démocratie, sans laquelle aucun des drames que vit le peuple syrien ne trouvera résolution. Il ne faut pas, sous la dictature, et comme Rafael c'est-à-dire a raison, que nous avons un régime, le régime du tout ou du rien. Il ne connaît pas ce qui est un compromis, etc. C'est la dictature la plus
il faut agir pour la transition politique et qui, basée sur le droit international, bien sûr, résolution de l'ONU et surtout la déclaration de Genève 1. Qu'est-ce que j'avais? Donc, nous avons préparé un dossier de presse à la disposition des journalistes sur 4 points. Rapidement, les détenus et leurs souffrances, bien sûr, dans les prisons de la dictature, le calvaire des réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie, le déplacement forcé de la population démographiquement en Syrie et le moyen privilégié qu'a trouvé le régime pour faire sa loi numéro 10 là, qui permet d'exproprier les opposants, d'empêcher bien sûr les réfugiés à l'extérieur de rentrer parce qu'ils sont jugés défavorables à lui et compagnie. C'était le troisième point. Et le quatrième point, voilà. Merci à vous. Et donc, rendez-vous au prochain. Un dernier mot pour merci. Je voudrais rebondir un peu sur ce que nous ont dit nos chers invités, M. Ratal. Pourquoi on ne sort pas avec cette réunion, avec une proposition concrète? On va, nous, toutes les associations, organisatrices de cette réunion, si vous voulez bien, constituer un collectif d'urgence pour le peuple syrien, sauver le peuple syrien. Vous avez accès aux médias. Nous n'avons pas accès aux médias. Et parmi d'autres, il y a beaucoup de spécialistes, des journalistes. Est-ce que vous êtes d'accord de faire le premier pas, de faire le collectif d'urgence pour le peuple syrien? Car en France, il y a une loi non-assistance à une personne en danger de mort passible de 7 ans. Non-assistance à un peuple en danger de mort, il est où? Donc, est-ce que vous acceptez, M. Benzer, d'être parmi nous? Est-ce que M. Ratal Aboudia, vous acceptez la proposition que je fais? Et parmi d'autres, vous rejoindrez comme ça le club cher à nos cœurs